Le fameux phénomène des 3D, dépression, divorce, dépôt de bilan, et on peut le prendre dans n'importe quel sens. Bienvenue sur le podcast Yaniro, podcast dans lequel toutes les 2 semaines, je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'interviewe Julien Coulon, fondateur de Cedexis, l'entreprise qui se présente comme le Waze du trafic internet. Cedexis fournit en effet à ses utilisateurs l'itinéraire le plus court pour afficher une page et permet ainsi aux sites et applications équipés d'afficher leur page en moins de 2 secondes. Cet épisode est un peu particulier. En effet, Julien fait partie de la liste très réduite des entrepreneurs ayant réalisé une revente à plus de 100 millions d'euros. Dans cet épisode, Julien revient en détail sur la réalité qui se cache derrière d'importantes levées de fonds, mais aussi sur son baby blues post-exit. On parle longuement de l'entrepreneuriat en général, de la notion de sacrifice, de valeur, de frontières, mais aussi de sa marque préférée de somnifères pour rattraper des heures de sommeil en avion. Un grand merci à Julien pour sa transparence et son envie de transmettre. C'était un bonheur d'enregistrer cet épisode, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi, et bonne écoute. Bonjour Julien, je dois t'avouer Alexis que je suis pas peu content de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va être à l'épisode 8 ou 9 du podcast Yaniro et je pense que t'es la première personne que j'ai eu envie d'interviewer et après on s'est couru après pour trouver une date pendant quelques semaines. Ouais, c'est très gentil, merci, c'est un honneur. Donc peut-être je vais te présenter rapidement. Donc t'es le fondateur de Cedexis. Alors là c'est le moment où je vais essayer de présenter Cedexis aussi bien que toi, tu me donneras une note sur 20 à la fin. Alors pour moi, dans ma compréhension et la manière dont tu le racontes, le métier de Cedexis c'est d'aider les grands sites web, donc typiquement e-commerce, médias, hébergeurs de données, à réduire le temps de chargement de leur page, idéalement en dessous de 2 secondes. Et pour faire ça, parce que donc c'est là où Cedexis intervient, toi tu décris Cedexis un peu comme le Waze de la navigation sur le web. Et donc en fait ce que fait Cedexis, c'est aiguiller l'utilisateur, donc la personne qui clique sur la page, vers le chemin le plus court parmi les différents serveurs, hébergeurs disponibles. Oui, les clouds. Entre autres. Oui, je vais te mettre un 19,5 sur 20, ça te va? Voilà. Non, c'est super en fait, oui, c'est ça. Alors il n'y a pas que les sites web, il y a les applications mobiles, il y a toutes les applications métiers. L'idée, c'est d'avoir d'abord... L'Internet, c'est un peu comme le réseau routier. Tu as les routes, les nationales, les départementales, les autoroutes. Et en fait, comme dans la vraie vie, il y a des bouchons, il y a des zones où ça fonctionne, des zones en travaux, et il y a des pannes. Et donc, la première idée, ça a été de cartographier l'état de santé de l'Internet en temps réel. Et pour ça, on s'est appuyé sur l'audience cumulée de tous nos clients. Donc, on déployait des petites lignes de code, ce qu'on appelle un JavaScript, dans les footers, donc dans les bas de page. Donc, tu tapais wlemonde.fr, la page, entrée, la page s'affiche. Et pendant que tu es en train de lire, de façon asynchrone, pour pas impacter le confort de navigation, le petit JavaScript se lançait et il disait « Tiens, je suis à Paris, dans le 8e arrondissement, donne-moi la latence, le débit, la dispo de tel cloud, de tel centre serveur, de tel serveur, etc. » Et en faisant ça sur chaque page, pour chaque utilisateur, à la fin, on avait 4,5 millions de sites internet dans le monde et applications mobiles. L'audience cumulée de tous nos clients, ça faisait plus d'1 milliard de personnes par jour. Donc ça commençait des problématiques techniques un peu sympas. Ça permettait en fait d'avoir une cartographie temps réel et montrer le problème. C'est bien sympa, mais le résoudre, ça c'est vraiment dans mon ADN. Et donc du coup, une fois qu'on avait cette cartographie, l'idée c'était un peu comme Waze. Sauf que la deuxième partie, c'était que je prenais le volant et je prenais la prochaine sortie pour éviter le bouchon. Et du coup, ça permettait de surfer sur les crêtes des courbes de la qualité de service de chaque prestataire. Plus de dispo, plus de perf, plus etc. Et donc ce qu'on lit aussi en filigrane de ce que tu viens de dire, parce que 1 milliard d'utilisateurs par jour, et puis on comprend bien qu'en termes de marché, des sites web qui ont envie que leur page s'affiche rapidement, il y a quand même pas mal de monde qui est plus ou moins intéressé au niveau international. Vous faites partie, alors moi je le décrirais comme ça, je ne sais pas comment vous vous décririez vous-même, des géants français dans l'entrepreneuriat, un peu moins visibles, un peu plus cachés aussi de par la nature du métier. Et vous êtes récemment entré dans le club de ceux qui ont fait des exits relativement conséquentes, vu que, même si je crois que le chiffre n'est pas divulgable, vous avez été donc racheté par un Américain au tarif de autour de 100 millions. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Donc je ne te ferai pas... La presse a toujours raison, donc j'ai pas le droit de partager le chiffre, mais c'est dans cette zone-là. Voilà, on va dire ça, donc par l'américain Citrix.
Et donc là, maintenant, le moment où tu es, qui est vraiment très intéressant et sur lequel je serais ravi que tu nous en parles et que tu puisses partager des choses aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est le moment où donc tu as passé un peu les rênes du bébé, ce qui te permet toi aussi de faire tout un tas d'autres choses, que ce soit business angel, coach, toi tu as appris des études à HEC et tu donnes des cours en même temps, ce qui est un poil scandaleux quand on y réfléchit, mais on va dire que c'est OK. Et donc pour terminer un petit peu sur Cedexis, il y a à peu près 75 collaborateurs. Donc est-ce que tu gardes un rôle au board de Cedexis encore? Non. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, quelque part, on est vraiment... C'était quand à peu près le dernier jour? La vente s'est clôturée fin février, début mars 2018. Ouais, donc c'était pas très longtemps. Voilà. Et donc c'est vrai que quand on crée une boîte, j'aime bien faire le parallèle avec la création d'une famille. C'est-à-dire, et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire, au début, j'étais dans mon sous-sol à Cachan. Mon associé était à Portland, dans l'Oregon, avec 9 heures de décalage horaire. Le premier premier développeur était à 2 heures de route de Chiang Mai en Thaïlande. Donc c'était sympa parce qu'à 3, on pouvait annoncer aux clients qu'on faisait les 3-8 et qu'on était dispo 24/7 en follow the sun. Donc, et puis oui, après ça a grandi et j'ai toujours focalisé sur l'équipe. Mais de façon peut-être un petit peu extrémiste des fois. C'est-à-dire que l'équipe est... Souvent, on dit, voilà, customer first. Focalisez tous vos efforts sur les clients. Et c'est un peu comme ça que moi, j'ai commencé à travailler. Alors que dans le cadre de Cedexis, et avant, je bossais pour une boîte qui s'appelait Akamai, je me suis rendu compte de l'impact de la motivation des gens sur les résultats. Et en plus, tu passes quand même beaucoup de temps avec les équipes. Hein, tu passes plus de temps avec tes collaborateurs qu'avec ta propre famille. Donc, tu as envie quand même que ça se passe bien, que tu t'éclates et que tu prennes vraiment beaucoup de plaisir et qu'eux prennent du plaisir. Et donc, j'ai vraiment un peu le sentiment d'être le papa de 75 personnes. Mais ça paraît un peu fleur bleue, mais quand tu dois décider de vendre la boîte, et on a eu 23 propositions de rachat entre le début et la fin, il y a des fois où j'ai dit non parce que je trouvais qu'on s'éclatait bien et que l'équipe était tellement... La famille d'accueil te plaisait pas. Ouais, vraiment, exactement. Et que si la culture d'entreprise n'est pas compatible avec la culture d'entreprise que toi, tu as essayé de mettre en place, tu sais que la greffe va pas prendre. Et surtout ces jeunes générations, les X, Y, Z et Millenniums, ils bossent pas pour le contenu. Enfin, ils bossent vraiment parce qu'il y a un sens que tu donnes et une direction que tu donnes. Et donc voilà, donc la vente, bien sûr, a été nécessaire parce que quand tu lèves 33 millions, à un moment, comme dirait, s'il y a un truc à retenir de cette interview pour ceux qui lèvent des sous, c'est ce que je répète, ce que me disait mon investisseur américain, j'ai mis du temps à l'enregistrer, c'est « When you raise money, your company is changing, it's no more your company ». Donc, quand tu lèves de l'argent, ta compagnie, ta société change et ce n'est plus ta boîte. Et quand c'est ton bébé, que tu l'as créé, tu vois, je me suis pas payé pendant 2 ans et demi au début, c'est beaucoup de sacrifices, et qu'on te dit, voilà, tu as levé de l'argent, donc c'est plus ta boîte, c'est juste, tu l'entends pas, c'est pas possible. Et en fait, c'est vraiment ça. Et donc 33 millions, du coup j'étais minoritaire et à un moment t'as un peu ils te font un peu une espèce de clé de bras, tout en finesse, pour te dire maintenant nous on a un agenda à respecter, donc il faut quand même penser à la sortie, alors que toi tu vois, la boîte on aurait pu l'emmener jusqu'à 500 millions, donc c'est vrai une petite frustration sur le fait du boulot pas complètement terminé, un peu comme quand tu as un enfant, voilà, il est bébé, il marche à 4 pattes, puis après il marche à 2 pattes bancalement, puis après il commence à grandir, et puis après il rentre dans l'âge con de l'adolescence, ça c'est les miens actuellement, même si je les adore, mais des fois les hormones font que tu passes du super papa au pire des papas. Et puis là, tu as une adolescence qui se passe plutôt pas trop mal. On avait quand même 70% de croissance, donc c'était quand même pas si mal. On pouvait faire beaucoup mieux, mais on avait décidé d'aller très fort à l'international et ça coûte quand même très cher. Donc ça impacte aussi la croissance et les investissements. Et puis à un moment, tu te dis, voilà, est-ce qu'il a 15 ans, est-ce qu'il a 16 ans, est-ce qu'il a 18 ans ou est-ce qu'il a 20 ans, et tu vois le bébé, on te dit, voilà, maintenant, le bébé, on va le mettre en pensionnat. Est-ce que tu es d'accord pour le mettre
mettre en pensionnat? Est-ce que tu n'es pas d'accord pour le mettre en pensionnat? Et c'est pas forcément facile à vivre. Donc après, oui, on va pas se plaindre parce que c'est difficile. Je pense que c'est pour ça que le podcast est à destination des entrepreneurs. Donc, parce que c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui dit « Ah, tu as vendu une boîte aux alentours de 100 millions, tu devrais être le plus heureux des hommes. » Et oui, je suis très très heureux. Mais comme quand tu as enfanté, quand ma femme a enfanté, ou que souvent il y a ce qu'on appelle un baby blues, tu as un peu ça. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où voilà, c'est la vente, c'est hyper dense. Tu dois travailler et... Ça fait 9 ans que tu sprintes aussi avant. Et ouais, c'est un sprint et un marathon. Parce que tu sprintes, mais sprinter sur 9 ans, et entre le sprint et le marathon, c'est pas le même entraînement. Hein. Donc, et là, tu te retrouves avec une nouvelle aventure. Et donc, dans le cadre de la vente, le sprint final est hyper important parce que je parle pas de la vente, je parle juste en termes de com'. En termes de communication, c'est-à-dire quelle image tu donnes de la boîte au moment de la sortie. Est-ce que tu le fais en catimini? Et ça, je trouve que c'est pas très fair-play vis-à-vis des équipes, parce que en fonction de la façon dont tu communiques au moment de ta sortie, ça va influer sur la cote Argus de tes équipes. C'est-à-dire que là, les 75 personnes, je sais qu'elles ont un an après la vente, si jamais elles ne sont pas heureuses chez Citrix, pour se revendre et se revendre très très bien sur le marché parce qu'elles ont participé à une future licorne. 3 années de suite, on a été licorne. Et donc, donc elles font partie de cette aventure d'une success story, parce qu'en plus, il n'y a pas énormément d'exit en plus sur le marché français. Donc ça se sait. Après, je suis d'accord avec toi, on était spécialisé dans les bas-fonds de l'Internet, donc c'est moins sexy qu'un Blablacar, mais c'est une autre aventure. Vous étiez les vendeurs de fondations. Hein. C'est ça, ce que je disais toujours, hein, c'est-à-dire que je rencontrais beaucoup de gens qui créaient des pépites. Moi, je vendais des pelles. Et puis, c'était mauvais. Mais on s'en est bien sorti et tout est bien qui finit bien. Et alors, ça serait complètement idiot de réduire la vie d'une boîte à des moments clés comme par le prisme du capital, mais je pense que c'est un bon point de départ pour parler de ce sujet que tu décris très bien, qui est en fait à quel point la boîte t'appartient ou pas quand tu la fondes. Pour redire un petit peu, et tu me dis si j'en oublie, mais dans les grandes lignes, vous avez fondé donc à 2 cofondateurs puis 3, puis vous avez fait une première levée de fonds qui était donc vers 3 millions, si je dis pas de bêtises. Non, c'était donc création de l'idée 2009, ouais. Première cliente Carla Bruni Sarkozy, qui était quand même ce qui nous a permis de faire un peu de buzz là-dessus. Ensuite, on a levé 1 million auprès de Business Angel français en 2010. En 2011, on a mis la boîte à l'équilibre, alors sur le papier, puisqu'on ne se payait pas, mais au moins on avait moins le couteau sous la gorge. Et en plus, grâce à... j'aime bien citer ceux qui nous ont aidés au début, hein, donc des Accor Hotel, des Dailymotion, des Le Monde. Mais Le Monde m'a prépayé 1 an de prestations, alors qu'on on nous touchait le nez, il y avait du lait qui tombait, hein, qui coulait. Hein. Et donc 1 million auprès de Business Angel français en 2010. 2011, on avait la boîte à l'équilibre, on a levé cette fois-ci 7 millions auprès de 2 VC américains. Alors il faut comprendre qu'à l'époque, pourquoi 2 VC américains, même si on n'avait que des clients français, je ne vais pas dire que c'est plus facile de lever de l'argent aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a plus d'argent disponible, mais on est quand même en 2011 en post-crise. Et la valo de la boîte qui m'était proposée en 2011, c'était à peu près la moitié de ce qu'on me proposait aux US. Et donc du coup, dans un cas, tu donnes les clés, dans l'autre cas, tu donnes le porte-clés. Et si c'était à refaire, je pense que j'essaierais de renégocier encore. Mais aujourd'hui, l'écart est différent. Je pense que tu dois avoir une petite vingtaine de % entre le montant d'une levée aux US et le montant d'une levée en Europe. Et puis ensuite, en 2013, on a une première approche justement de Citrix qui a voulu nous croquer à l'époque. On s'est éclaté bien. Et donc, ils nous ont fait un prêt, ce qu'on appelle un convertible note, de, je ne sais plus, je crois que c'était 3 ou 4 millions, ce qui nous a permis de décaler notre deuxième tour à fin 2016. Puisque c'est un convertible note, c'est si tu lèves pas entre temps, les 4 millions se transformaient en actions sur la valo de 2011, alors que tu es en 2016. Donc là, ils prennent un gros morceau du gâteau pour pas très cher. Et donc là, j'ai levé donc 22,8 millions auprès de Foxconn via son bras armé suisse qui s'appelle Ginkgo et Nokia Venture Growth. Et puis le 0,8, c'est la BPI parce que je trouve qu'ils font un boulot extraordinaire et je voulais absolument les avoir dans la boucle. Même si c'est pas un montant qui paraît énorme par rapport, mais
S'il a regardé l'évolution de l'écosystème entre créer sa boîte en 2009, 2010 comme Cedexis et la créer aujourd'hui avec des événements avec des partenaires comme la BPI, c'est juste ça change du tout au tout. Donc là-dessus, je trouve que c'est plus facile aujourd'hui. Et alors, cette évolution du capital, pour moi, c'est aussi un théâtre et un point de départ pour parler d'un sujet, alors que pour être totalement transparent, je rencontre beaucoup avec les entrepreneurs que j'accompagne ou que je rencontre, avec lesquels je discute, qui est la question alors majoritaire, minoritaire, c'est une manière chiffrée de le dire, mais du contrôle ou de l'impact que tu as en tant que fondateur. Assez mécaniquement, même si on ne va pas rentrer dans les détails, plus tu lèves, moins plus tu dilues, c'est un peu quand même assez automatique. Moi, un truc qui m'intéresse, et si tu veux bien qu'on revienne dessus, c'est comment dire ça ? À quel moment est-ce que tu as vraiment pris conscience, pour reprendre le mot de ton investisseur, que c'était plus ta boîte et que tu avais un impact dedans, mais c'était plus que ta boîte et que donc ça implique un changement de posture, peut-être de relationnel que tu as avec la boîte, et aussi à quel point c'était totalement conscient, où il y a des moments où tu as dit mais alors attends, là j'ai pris une direction pour tout un tas de raisons. Et peut-être que si j'avais réfléchi différemment, ou peut-être que le Julien de maintenant, de 2018, s'il repart au début, il refait pas la même histoire. Pourquoi je te dis ça ? Peut-être que tu vas me dire que pas du tout. C'est que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui, même s'ils connaissent sur le bout des doigts ce milieu-là, en fait, des fois, ne mesurent pas à quel point, quand tu lèves des fonds, les rênes peuvent t'échapper un petit peu, sans être totalement orthogonal, parce qu'en général, tu essayes de trouver des fonds avec qui tu peux bien t'entendre. C'est pas toujours le cas, mais des fois, dans la discussion, c'est pas toi qui vas avoir le dernier mot, quoi. En fait, quand tu crées ta boîte, tu y penses 24 heures sur 24. C'est-à-dire que même quand tu es dans un dîner en tête-à-tête romantique, tu penses à ta boîte. Quand tu es sous ta douche, tu penses à ta boîte. Tu penses à ta boîte tout le temps. Et donc, tu as une charge émotionnelle qui est beaucoup, beaucoup plus importante qu'un fonds d'investissement. Et c'est normal. Et donc, pour les entrepreneurs, quand vous êtes amené à lever de l'argent, le nom du fonds est important. La réputation du fonds est importante, mais c'est surtout la personne que vous aurez au board qui est important. Et donc, moi, je vous invite franchement, tout comme ils font une due diligence sur l'état de votre société et qui vous mettent à poil, je trouve pas d'expression plus exacte que de me sentir complètement dénudé totalement, puisqu'on montre vraiment tout. Et c'est vraiment de faire une due diligence en allant rencontrer les participations dans lesquelles ils se sont plantés. Parce que c'est pas dans les moments où ça se passe bien, tout le monde est content quand ça se passe bien. Alors, tout le monde s'en sort bien, très bien. Mais quand ça se passe pas bien, voir comment ils réagissent. Il y a quand même une espèce d'habitude chez les fonds d'investissement, dès que le business plan n'est pas respecté, alors une fois ça va, deuxième trimestre ça va pas, et troisième trimestre on coupe la tête du fondateur. Vous avez quand même eu l'idée, créé le truc, vous l'avez dans le sang, et ça peut être très très violent. Et comme bien sûr vous signez des papiers comme quoi vous n'avez pas le droit de critiquer une fois que vous avez généré votre sortie, et il y a une espèce de, même en ce moment je trouve qu'il y a dans l'entourage des entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de souffrir de ce truc-là, parce que c'est facile pour le fonds de dire attendez, le truc la boîte fait pas les résultats qui étaient vendus, donc faut bien que je trouve une excuse vis-à-vis de mes boss à moi en tant que fonds d'investissement, et donc je coupe la tête des fondateurs, et c'est vite fait bien fait, je trouve quelqu'un qui le fait, et la plupart du temps ça plante encore plus la boîte parce qu'on perd l'esprit d'entreprise. Donc alors il y a bien sûr 2-3 success stories où ça a marché, on va te citer Google, on va te citer machin, c'est ok, super, mais dans la vraie vie souvent la boîte elle fond encore plus, et je trouve que l'accompagnement des fonds pour aider, ils ont mis de l'argent dans une start-up, quand elle passe de 0 à 5 millions, à 10 millions, à 50 millions, c'est aussi du rôle du fonds d'investissement de les accompagner. On voit d'ailleurs quelques changements chez les fonds qui travaillent de plus en plus sur de l'accompagnement. Alors c'est un petit peu hybride, on se dit est-ce que c'est l'œil de Moscou, est-ce qu'il vient vraiment m'accompagner, mais le fameux smart money. Ouais, mais je trouve que ça va dans le bon sens. Et c'est pour ça que le rôle du coach est hyper important. Donc je perds le fil du coup. Non, mais très simplement, pour toi,
comment ça s'est passé cette évolution-là des fonds successifs et de toi, tu étais le fondateur, hein, tu restes fondateur de Cedexis. Ouais, le truc, c'est que on parle souvent de voilà, s'il a 51% ou s'il a plus de droits de vote, etc. En fait, cette partie-là, je ne l'ai pas trop sentie. À partir du moment où il avait 15%, l'impact qu'il a dans la boîte était à peu près le même que quand il avait au-dessus de 50%. Donc tu veux que ça se passe bien. Et donc tu vas aller certaines fois dans le sens de ce qu'ils veulent, juste parce que tu te dis il est plus expérimenté que moi, il gère beaucoup plus de start-up. Moi, je suis le nez dans le guidon, donc tu peux lui faire confiance. Et c'est là où parfois j'ai fait des erreurs. C'est-à-dire que j'ai dit oui à des trucs qui, dans mon fort intérieur et en écoutant ma petite voix, j'aurais dû dire non. J'avais même à un moment listé les 40 décisions sur lesquelles je m'étais un peu opposé, et puis je regardais les résultats et je dis putain, j'aurais dû ouvrir beaucoup plus ma gueule parce que c'était 40 conneries en fait. Donc tu sais, ta boîte, tu l'as dans le sang, et donc des fois c'est très difficile de traduire sous forme de PowerPoint, voire verbalement, des intuitions, des ressentis, des signaux faibles qui font de dire l'Allemagne, je sais pas, je le sens pas. Le Japon, pour l'instant, je le sens pas. Par contre, Taïwan, je sais pas pourquoi, je le sens à mort, et donc j'y vais. Et c'est voilà, et ça, le fond, il peut te dire, non, je regarde le PIB, pourquoi t'es pas en Allemagne alors que tu marches bien en Espagne, et que tu marches bien en Angleterre, et que tu marches bien en Suède, en Danemark, et en Finlande, et pourquoi tu vas pas en Allemagne? Juste parce que je le sens pas. Et du coup, t'essayes une fois, deux fois, tu te prends des gadins parce que il y a quelque chose d'inexpliqué et d'inexplicable qui fait que ça marche pas. Donc voilà, le rôle des fonds est nécessaire. Je ferais peut-être pas la même erreur, c'est-à-dire de lever de l'argent aux US, parce qu'aujourd'hui, donc, surtout pour un premier tour, il y a quand même des fonds en France et en Europe qui sont tout à fait pertinents. Il faut comprendre que les fonds, ils ont deux intérêts principaux. Il faut que la ligne financière aille dans le bon sens. Ils ont mis de l'argent, donc ils ont eux-mêmes des actionnaires à qui ils doivent rendre de l'argent avec un certain TRI. Alors ça, j'insiste aussi beaucoup. On les oublie un peu, les LP des fois, alors que en vrai. Pression, mais voilà, pour avoir moi mis un petit peu de sous dans des fonds, je vois les term sheets qu'ils me proposent. Ils disent voilà, on va s'engager sur un retour à 5-7 ans, et ça c'est vachement important. Parce que le fonds, quand il vient investir, il te dit moi je te suis pour toute la vie. On sait que c'est pas exactement ça, mais quand il remet au pot dans le cadre d'un deuxième tour, on se dit le compteur il est reparti à zéro, donc il va repartir sur 5 ans ou 7 ans, et en fait pas du tout. Donc l'agenda, je trouve parfois un peu sous-estimé de la part des entrepreneurs, d'imaginer que l'agenda des fonds et l'agenda de l'entreprise soient toujours alignés. Parce qu'à un moment, ça ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'il y a des sorties, c'est pour ça qu'il y a même des sorties de route, mais des sorties au-delà de 5-7 ans. Pas parce que c'est que l'entreprise a besoin soit de plus de temps, soit parce que ça se passe bien et continue, mais le fonds, lui, doit sortir. Et donc, soit on rachète ses parts, soit parfois il fout la zouille dans la boîte pour pouvoir trouver un moyen de sortir, voire de se reluer quand on a des boîtes en hypercroissance, on perd quand même pas mal d'argent au début, et donc du coup la valo elle est que virtuelle, donc du coup on fait baisser la valo, ce qu'on appelle un coup d'accordéon, et puis on sort les fondateurs, on récupère son pourcentage, et puis on relue derrière, on vend, et puis on a fait une super plus-value, et c'est assez inhumain, mais c'est le jeu, pas de tous les fonds, mais de quand même quelques fonds, et c'est regrettable parce que ça nuit à l'ensemble de l'écosystème. Et quand tu dis tu referais pas entre guillemets l'erreur d'un fonds américain, c'est parce que quoi, ils sont plus durs? Déjà, la distance, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être proche du fonds. Et donc, oui, pour finir, donc le premier point, c'est qu'il faut qu'ils fassent gaffe à la partie financière, l'objectif du fonds. Le deuxième, c'est leur image. Et le fait d'avoir des fonds qui sont, moi, ils étaient à Seattle et à Palo Alto. Ma problématique française, chinoise, c'est pas leur monde, quoi. Et donc, du coup, c'est difficile de partager et de récupérer l'expérience qu'eux ont sur ces marchés-là, parce qu'ils n'en ont pas. Et quand tu es un Français qui débarque à Palo Alto, c'est avec tout le respect que j'ai pour mon père qui habite en Éthiopie, mais c'est comme si un Éthiopien vient à Paris et qui me dit je vais révolutionner l'Internet. Moi, il me voit avec mon béret et ma baguette, et c'est comme ça, et c'est culturel. Mais donc,
le deuxième point qui est important, c'est pour le fond, c'est son image sur le marché. Et son image sur le marché, le marché du français est petit, hein, on se connaît tous entre entrepreneurs en plus, et c'est ça qu'il faut essayer de faire perdurer et faire accélérer, c'est l'entraide entre entrepreneurs. C'est que si le fonds fait une entourloupe à un entrepreneur, il faut que ça se sache. Et il faut que et ceux qui le font, ça se sait assez vite, et du coup, ils ont beaucoup moins de dossiers intéressants. Et ça leur dessert. T'es pour une forme de blacklist, whitelist des fonds par un réseau entrepreneurial. Ou en tout cas, pas forcément du fonds en tant que tel, quoique pourquoi pas. Ou des partenaires. Même des partenaires, ouais. Parce que y a c'est super dur de monter une boîte. C'est extrêmement... si t'as pas le soutien de ta famille, si t'as pas un coach, déjà, oublie quoi. Enfin, c'est pas l'école des fans, quoi. C'est un marathon et un sprint en même temps, comme on disait. Mais on te dit, ouais, tu vas être une future licorne. Quand on me disait, ouais, tu vas être une future licorne, ou même on a été 3 années de suite nommé future licorne, moi, j'avais le sentiment d'être un tout petit lapin, quoi. Et à force de grandir, j'espérais... Tu te disais, merde, je vais devoir apprendre à faire du rodéo de licorne, comment je vais faire ça? C'est ça, ouais, mais j'espérais peut-être un jour être un rhinocéros, mais avec le recul, alors j'ai monté mon premier site web en 1992, donc on me surnomme le vieux crocodile du web, mais j'ai plutôt l'impression d'être un vieux crocodile, et j'ai quand même pas mal de cicatrices. Alors, je veux pas être négatif, hein, mais c'est quelque chose de c'est comme créer une famille. Et donc, créer une famille, il y a des choses qui sont un bonheur absolu, et puis il y a des moments où c'est super, super difficile. Et il faut arriver à l'absorber. Et à titre très personnel, toi, Julien, dans toute cette évolution un peu de ton rôle en tant que fondateur choisi et dicté par le marché et les fonds, émotionnellement, comment tu le vis tout ça, cette évolution? C'est-à-dire ça a forcément bougé, on en parlait, mécaniquement. Le Julien d'avant et le Julien d'après est complètement différent, ça c'est clair. Je parle de moi à la troisième personne. On te regarde d'un peu loin. Là. Non, comment t'as bougé en fait? Du coup, qu'est-ce qui a changé je pense que je me suis rendu compte encore plus de l'impact de la famille sur le succès de la boîte. Ta famille? Ouais. Ma famille, ouais, vraiment. L'importance de l'équipe et de savoir vraiment bien s'entourer, donc de savoir bien recruter, c'est important. Ensuite, le rôle que tu as, au début, tu es un peu un couteau suisse tout fou, mais à la fin, tu te dis, moi, je définis un cap. Le cap, je ne vais pas définir la façon dont on va arriver au cap. Tu as différentes étapes, mais est-ce que, imagine, vraiment, comme on reprend l'expression Waze, mais je sais où je veux aller. Par contre, est-ce que je vais prendre la route, la nationale, la départementale? On verra en cours de route. Donc, l'esprit d'équipe est vraiment, l'empathie qu'on a vis-à-vis des équipes, en tout cas dans mon mode de fonctionnement, fait que le bonheur au travail est vraiment crucial pour pouvoir y arriver. Après, c'est vrai que l'image sociale est différente, hein, entre tu crées ton truc dans ton sous-sol et puis après t'es futur licorne, t'es invité un peu partout. C'est très agréable, hein, quand tu fais un plateau télé, tout ça, l'ego, mais il faut toujours garder cette humilité et la transmettre aux équipes. Parce que si tu commences à avoir des équipes qui commencent à avoir la grosse tête, tu perds ta culture d'entreprise et la boîte commence à dévisser. Donc t'as des points de vigilance comme ça. Après, Donc ta famille joue un rôle là-dedans, de te dire, attends, t'étais peut-être hier à la télé, papa, mais il n'empêche que t'as pas fait à manger ce soir. Enfin, je caricature, tu vois, mais te rajouter un peu d'humilité au quotidien. Ah oui. Mais oui, c'est clair. Mais c'est bien. Et tant mieux. Mais je pense pas, de toute façon, avoir pris la grosse tête. Et il y a tellement de gens qui m'ont aidé lorsque je me suis lancé. Et je me suis fait fort d'essayer de partager toutes ces expériences. L'interview qu'on fait en ce moment en est la preuve. Oui, on reste naturel. Hein. Après, il y a des gens qui ont fait des trucs tellement, tellement plus importants. Là, j'étais à une conférence où des chercheurs souhaitent se transformer en entrepreneurs, sauf que ce qu'ils cherchent, c'est des choses dans la biologie et ils sauvent des vies. J'ai accéléré des sites et des applications mobiles. Il y a des gens qui cherchent à sauver des vies. On n'est pas du tout dans la même cour. Donc, c'est encore eux qu'il faut encore plus aider, quoi. Ouais, gardons la tête froide. Complètement, ouais.
Et donc, j'ai eu du bol sur plein de trucs. Tu vois, les étoiles se sont alignées au bon moment. Comment ça se fait que je suis appelé pour entre guillemets, comme disait Jean-Michel Billot, sauver la vie de Carla Bruni-Sarkozy quand c'était ma première cliente, parce que son site était planté, et puis depuis quelques jours, et Kyrus, qui était le prestataire, a dit voilà, est-ce que vous pouvez me sauver la vie? Et puis on met le truc en place. 23 minutes après, le site qui était planté depuis 3 jours fonctionne. Bon, bah, c'est un gros coup de bol. Et commencer sa boîte avec comme première référence Carla Bruni-Sarkozy, à l'époque, c'était quand même plutôt sympa. Et puis tu vois, la chance suscite la chance. Mais par exemple, si on parle des gestions de crise, parce que les moments qui vont bien, il y en tout a va plein. bien. Les moments où c'est chaud, par exemple, 3 jours après l'élection d'Emmanuel Macron, on a subi une énorme attaque. Mais qu'a fait, alors dans notre métier, on surdimensionne, et nous on surdimensionnait à peu près 12 fois notre capacité. C'est-à-dire que et on a eu une attaque, et on a réussi à absorber, avant de craquer, 120 fois notre capacité prévue. Donc, c'était juste des proportions juste gigantesques. Et on a fait tomber donc 4,5 millions de sites internet dans le monde. Ça se voit un peu. Surtout quand tu as à peu près tous les médias français. Je me rappelle très bien de ce moment-là, en fait. Ouais, moi aussi, très très bien. Moi, j'étais du côté de l'utilisateur qui râle en disant mais pourquoi ça se lance pas? Toi, t'étais du côté qui paniquait en te disant bordel. Bah, paniquer, en fait, tu vois, ça faisait la boîte avait 6 ans, 7 ans, et je m'étais fait le film mais 10 fois dans ma tête. Je me dis c'est pas possible que ça ne tombe pas sur le coin de et donc mon rôle de fondateur, c'était d'anticiper. Et donc j'avais prévu bien sûr des gestions de crise, c'est-à-dire lister tous les clients à contacter en cas d'urgence, qui fait quoi au niveau des réseaux sociaux, parce que le seul moyen de contacter les gens, c'est à la fin ça devient Twitter, parce qu'il faut que tu arroses un maximum de gens. Comment tu fais un compte Twitter où tes clients doivent être abonnés pour être informés, mais ils le regardent pas forcément. Puis tu en as certains, je me souviendrai toujours, France Télévisions, si le temps de nous bypasser, c'était plusieurs heures. Donc comment tu fais pour gérer tout ça? Et puis le jour où c'est arrivé, c'était 3 jours ou 2 jours après les élections de Macron. Et là, la presse titre, suite à l'élection de Macron, on pensait que suite à l'élection de Macron, tous les médias français ont été attaqués. Comme on les avait quasiment tous, j'avais les journalistes du Monde qui tapaient à la porte du bureau pour savoir ce qui se passait. Et là, tu es dans un modèle de crise intense. Alors, sur le moment, tu es dans la réactivité. Et puis c'est le retour du vendeur de pelles, en fait. Ouais, en fait, tout le monde a tes pelles. Donc... C'est ça. Et donc, du coup, tu te retrouves, tu as la montagne qui s'écroule. Et en plus, comme on avait des engagements contractuels de 100% de disponibilité, alors c'était un peu couillu, mais ça nous a permis de signer pas mal de monde avec des cycles de vente beaucoup plus raccourcis. Parce que tu passes pas par les juristes. Ah ouais, mais s'il se passe 1 heure de vente, machin. Donc, par contre, si on n'atteignait pas les 100%, il fallait qu'on rembourse. Et là, on devait rembourser entre 1 à 2 mois de facturation, puisqu'on est tombé pendant plus d'1 heure. Là, quand tu vois l'esprit d'équipe, la gestion de crise, et le fait que cet ADN et cette empathie que tu as vis-à-vis de tes équipes, elle est retransmise auprès des clients. Et donc, quand je dis toujours, tout le monde dit on focalise sur les clients. Non, moi, je focalise sur l'équipe, parce que l'équipe, elle sait exactement ce qu'elle a à faire avec les clients. Et donc, moi, je suis vraiment très focalisé là-dessus. Et résultat, sur plus de 1000 clients, j'ai eu 0 demande d'avoir. Aucune, nada, niche, next, nothing, rien. Et donc, ça, c'était pour moi la plus belle preuve de la qualité de la relation entre les équipes et les clients. Et ça, c'était ma plus belle satisfaction. Donc, tu passes en écart type de dépression totale parce que tout est par terre et tu ne sais même pas si tu vas réussir à relever la boîte, parce que même 1 heure de panne, c'est 2 mois de facturation, c'est quand même impactant sur le chiffre d'affaires, à une euphorie totale parce que tu te rends compte que l'esprit d'équipe est tel que les clients t'encouragent, te sollicitent t'encouragent, te font des petits mots de soutien et en plus te demandent pas d'appliquer les service level agreement parce qu'ils sont contents de la relation que tu as. Et puis voilà, ils ont vu que tu as fait le max. J'ai fait le max et ça servait à rien. Bon, après, tu finis à l'ANSSI, à la police, et machin, tout ça. Donc, tu perds un peu de temps quand même parce qu'il faut justifier la panne. Mais
Mais ça, c'est des vrais bons moments où tu as resserré les équipes et enfin, beaucoup de plaisir. Et alors, si ça te va, on va un peu focaliser sur ta vie de maintenant, parce que c'est ce qu'il y a de plus actuel, et aussi parce que c'est quelque chose qui est très mystérieux et très fantasmé dans la tête de beaucoup d'entrepreneurs. Alors tout le monde n'a pas vocation ni à lever, ni à revendre, ni à rentrer en bourse, ni quoi que ce soit, mais c'est quand même quelque chose qui est assez curieux et assez mystérieux. Tu parlais de baby blues, on peut attaquer peut-être par ce bout-là. Alors, c'est un sujet qui est délicat parce que, et c'est pour ça que comme ton public est principalement des entrepreneurs, je suis ouvert à le partager. Quand tu t'adresses à des gens qui n'ont jamais monté de boîte, c'est juste incompréhensible. Se dire, tu as vendu ta boîte aux alentours de 100 millions. Alors, les investisseurs ont fait beaucoup plus de pognon que moi, hein, donc soyons clairs. Mais bon, c'est clair que ça change ma vie. Je sais que je pourrais payer des belles études à mes enfants. Je sais que voilà. Après, tu vois... Là où on se reçoit, j'ai eu la chance de te recevoir à la maison. J'ai pas à changer, j'ai pas une voiture rouge devant. Mais je témoigne, il y a un hélicoptère dans le jardin, c'est indécent. Pas du tout. Mais j'ai tout fait pour pas changer mes habitudes en fait. C'est vrai que je suis parti un peu plus en vacances, j'avais jamais pris plus de 12 jours de vacances de ma vie. Là, je suis parti 7 semaines en vacances. Ok, c'est super. Mais j'en avais besoin parce que j'étais complètement cramé et déjà dans la boîte avant de créer Cedexis, il me restait 99 jours de vacances non pris et sur Cedexis, il me restait aussi 99 jours de vacances non pris. Donc je sais pas faut que je fasse gaffe avec ces jours de vacances non pris. Mais ouais, c'est ce baby blues, c'est de se dire voilà, t'as été au cœur d'un truc absolument dingue. Avec une équipe extraordinaire et puis du jour au lendemain dans le cadre de la vente j'avais dit que je les ai aidés à accompagner juste la transition mais après je voulais pas continuer et tu te demandes si tu sers encore à quelque chose. Est-ce que je suis capable de faire une présentation? Est-ce que je suis capable de vendre un truc? Est-ce que je suis capable de donner un conseil à quelqu'un? Est-ce que et il y a une espèce de et donc cette espèce de moment de flottement et c'est vraiment comparable, je pense, au baby blues, même si en tant que mec, malheureusement, j'ai pas eu de bébé, mais voilà cette espèce de est-ce que je sers encore à quelque chose et d'un autre côté une espèce de pression sociale. On dit t'as fait un truc qui a super bien marché, donc faut que tu recommences. Attendez les mecs, je veux juste reposer un peu la machine parce que ça a été un tourbillon, une espèce de spirale infernale avec plus t'as de clients, plus t'as d'équipes, plus t'as d'équipes, plus t'as de boulot, plus t'as de contrats, etc., etc. Puis à bout d'un moment, c'est sûr que je réapprends à dormir, par exemple. On parle des entrepreneurs qui dorment pas beaucoup. Alors déjà d'origine, je dormais pas beaucoup, mais j'étais à 4 heures par nuit. Là, je réapprends, je suis à 7 heures et je suis content, quoi. Tu vois, donc, je refais du sport, des trucs que j'avais même plus le temps de faire. J'étais toujours très vigilant parce que, par exemple, sur les 12 derniers mois avant la vente, j'étais à 370 000 miles en avion. Donc, c'était Californie quasiment toutes les 6 semaines, 2 tours du monde complets, plus tous les voyages dans tous les sens. Et donc, ça c'est vrai que je fais plus. Donc quand je vais à l'aéroport, le mec de la sécurité il me reconnaît pas, alors qu'avant il me reconnaissait. Donc, des petits trucs comme ça. Je connais toujours les raccourcis. Ça je les garde bien. Mais donc il y a une espèce de baby blues. C'est difficile à décrire. Et puis en fait, déjà même quand j'étais à la tête de Cedexis, je faisais déjà de l'accompagnement de start-up dans le cadre de l'incubateur de télécom. Hein. C'est eux qui nous ont incubés. Donc du coup, j'en accompagnais une, sauf que maintenant j'en accompagne 2, 3 et puis dans 2, 3 autres accélérateurs. Et en fait, tu as des réflexes, c'est-à-dire que des fois tu vois des problématiques. Donc l'entrepreneur, il voit la première marche, il voit la deuxième marche. Et je lui dis, si tu prends la troisième marche de cette forme, sous cet angle-là, tu vas te prendre la 8e marche en pleine gueule. Et donc, du coup, là, tu te rends compte qu'en fait, tu sers à quelque chose. Mais tu vois, cette espèce de moment de doute intense. Et puis, et ça, à la fois, ça te rassure toi, puis tu te rends compte que quand tes conseils sont appliqués par les entrepreneurs que tu coaches, tu vois que la boîte marche bien, marche mieux, et croit comme eux l'entendaient. Et donc, du coup, ça rassure un peu. Mais ouais, il y a un peu ce phénomène-là.
Du coup, d'où est-ce que tu penses que ça t'est venu, ce sentiment un peu de est-ce que je peux encore y arriver? Est-ce que je sers à quelque chose? Enfin, cette angoisse un peu presque existentielle, qui accompagne le baby blues. En fait, elle s'explique par le fait que quand tu lances ta boîte, tu es un couteau suisse. Tu fais la partie business, mon associé s'occupait de la partie technique, tu fais la partie finance, tu fais la partie marketing, toute la partie communication. Et puis plus la boîte grandit, quand tu es à 75, bah, tu apprends à déléguer. Et donc, par exemple, même si des fois je me mettais à genoux devant les équipes commerciales, en disant, emmène-moi au rendez-vous, parce que juste c'était ma façon de me ressourcer, et c'est d'aller voir des clients. Et donc, comme tu as des équipes commerciales, tu n'es plus censé le faire. Donc du coup, tu es moins dans la transaction, dans l'opérationnel très opérationnel, de dire voilà, bonjour monsieur le client, voilà comment ça se présente, voilà le bon de commande, voilà comment on va suivre, voilà comment on va faire évoluer les choses, et voilà ce que vous allez y gagner et pourquoi je pense que c'est une bonne solution, une bonne chose que vous utilisiez nos services. Là, ça, tu le délègues. La partie finance, tu commences à avoir un DAF. Après, sur la partie RH, tu commences à avoir un RH. Après, en plus, conseil pour les jeunes entrepreneurs, c'est qu'assez tôt, voire très très tôt, j'ai pris une assistante. Alors, on n'aime pas tellement le terme d'assistante, mais c'était mon deuxième cerveau. Et c'était juste très complémentaire. Et donc ça, gardez-le en tête, parce que ça m'a aidé à scaler vraiment énormément. Et puis, du coup, tu te retrouves dans une poste de direction où tu sais plus si tu es capable de vraiment mettre les mains dedans. Même si je pense que ça revient assez vite. Mais dans les faits, ça fait peut-être plusieurs années que tu n'as pas fait de terrain, ou pas tous les jours. Je faisais du terrain, mais c'est pas moi qui allais négocier, qui allait discuter. Toi, ton carnet d'adresses, qui était le directeur technique d'Intel, c'est devenu le PDG de la boîte. Tu vois, t'es un peu monté d'un niveau. Et tu vois, tu disais tout à l'heure que suite à la vente, j'ai repris mes études. Et donc, je fais un executive MBA à HEC. Et en tant qu'autodidacte, c'était assez... c'était un autre saut dans le grand bain. Et en fait, il y a un cours qui m'avait beaucoup plu sur le leadership, où on t'explique le management de terre et le management de ciel. Et donc, le management de terre, c'est vraiment le côté opérationnel. Le management de ciel, c'est quand tu es soit dans un board, soit dans une équipe de direction. Et entre les deux, tu as cette espèce de zone de turbulence où des fois, tu te dis, mais attends, mais c'est complètement illogique par rapport à ce qui se passe sur le terrain, mais par rapport à une stratégie que tu veux mettre en place, c'est assez logique. Et donc, tu as cette zone de turbulence. Et là, tu te dis, voilà, maintenant, je suis passé un peu dans le management de ciel, parce que tu gères des fonds, tu gères tu gères une grosse équipe, tu fais une levée, tu vends la boîte, enfin toi tu es dans des choses qui sont plus stratégiques, et du coup tu te dis si je dois redescendre, je dois repasser dans la zone de turbulence, et est-ce que je suis encore capable de le faire? Et ça c'était assez perturbant. Puis après il y avait l'autre point, c'est que dans le cadre de la vente, tu as une clause de non-concurrence qui était tellement drastique que ça te bloque un peu sur différentes pistes. Tu peux juste ouvrir une boulangerie maintenant. Ouais, presque. Mais bon, un petit peu, mais pas. C'est vrai que ça restreignait pas mal les choses. Et donc, c'est aussi un peu une excuse psychologique pour reposer un peu la machine. Mais ouais, enfin voilà, c'est un peu l'idée. Et tu parlais aussi, alors ça c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, et j'aimerais bien savoir comment tu le vis là au quotidien, parce qu'en plus t'es en plein dedans, une forme de pression, ou en tout cas d'impact qu'ont les pairs sur toi, parce que quelque part c'est très facile de te coller l'étiquette de waouh, l'entrepreneur successful qui a revendu aux Américains, qui a machin, et donc qu'est-ce que tu vas faire après, tu vois, comme c'est ton deuxième album là, donc cette pression là, comment tu la gères? C'est un peu une pression sociale. Ouais. Alors franchement, je t'avouerai que ça me travaille pas plus que ça, mais tu la sens, c'est-à-dire CDXI, ça a super bien marché, vous avez fait un super exit, en plus vous avez créé un marché puisqu'on n'avait même pas de concurrence, donc on a évangélisé beaucoup, ce qui était aussi une aventure en tant que telle, et on dit qu'est-ce que tu vas recréer? Alors oui, il y a plein d'idées qui te courent, mais même à l'époque, c'est un peu le défaut, c'est d'avoir une idée toutes les 10 minutes, ou voire toutes les minutes, et du coup après faut la choisir. Le point qui est crucial, c'est de donner du sens à ce que tu veux faire, et pour avoir bossé pendant plus de 20 ans maintenant pour des boîtes étrangères, une chose est sûre, c'est que je bossais pour mon pays.
Ça, c'est clair. Donc ça, c'est la seule case que j'ai pour l'instant réussi à cocher. Après, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est redémarrer une start-up ou rejoindre quelque chose d'un peu plus costaud ? Je suis en plein dedans. Donc là, il y a à peu près 8 projets sur la table. Il faut choisir. Enfin, ça veut pas dire que je suis pris, hein, mais en tout cas, il y a 8 projets un peu sympas qui peuvent être montés. Mais cette pression sociale, je pense que elle est logique aussi, c'est-à-dire on t'a vu courir, tout d'un coup tu cours plus, on dit qu'est-ce que tu fais, t'es au chômage ? Ah non, j'ai pas d'indemnité de chômage, hein, je suis mandataire social, donc le Pôle emploi il me donne 0. Alors, je vais pas me plaindre, hein, mais il y a des gens qui en ont beaucoup plus besoin que moi, mais tu as le statut de tu as plein de temps dans tes journées. Et puis ma femme me dit, mais attends, à part les avions, tu as un emploi du temps encore plus chargé qu'avant, parce que tu passes ton temps à peut-être papillonner, ou en tout cas à participer, à aider plein d'entrepreneurs sur le marché, des petites participations que j'ai faites à droite à gauche, toutes petites, hein, je ne veux pas du tout en faire un métier. Ouais, des petites expertises pour la BPI, puis après j'ai pris des places dans des boards, dans plusieurs boards, des boards qui se passent bien, des boards qui se passent pas bien, des startups du coaching, les cours HEC, puis après comme il y a eu la vente et que HEC m'a demandé de présenter un peu comment ça s'était passé, un peu ma vie d'entrepreneur du début à la fin, et il y avait des profs dans la salle, du coup je suis devenu prof à HEC. Enfin, et en fait, c'est assez agréable, mais tu sens que je ne résous pas assez de problèmes moi-même. Et donc, du coup, comme j'aime bien relever les défis, j'aimerais bien reprendre un truc assez rapidement qui ait du sens. Oui, et là, tout de suite, alors ça n'augure pas forcément de ce que tu vas faire après, mais là, tu es dans une phase de transmission et de partage, en fait, quelque part, entre les cours que tu donnes et que tu prends, le coaching, la participation. Tu as quelque part quand même forcément un rôle d'entrepreneur senior qui peut conseiller. Je ne vais pas reciter Jack Ma, qui est notre éminent mentor. En tout cas, les mentors américains, c'est bon, on a une autre dose, mais je pense que du côté asiatique, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et il dit, au début, tu copies ce que font tes pairs, et puis donc là, c'est quand tu es vers 25-30 ans, et puis après, c'est à ton tour de mettre le turbo, et puis une fois que tu as passé les 40-45 ans, il est temps de commencer à transmettre ton savoir aux autres. Et visiblement, je suis dans ce cycle-là. Je viens de passer mes 45 piges et je suis dans le cycle, même si j'ai l'impression d'avoir 16 ans dans ma tête. Et le fait que ce soit pris en compte, appliqué et que ça a un impact important, moi, je suis ravi. Et ce moment-là dont tu parles, moi, il y a quelque chose, j'imagine, peut-être que je me plante, mais que ça doit être assez compliqué de passer d'un métier où, en fait, le métier d'entrepreneur, même si c'est beaucoup aussi basé sur tes intuitions, ce que tes tripes te disent, t'es à l'écoute d'énormément de monde. T'es à l'écoute de ton marché, déjà, quand même, essayer de comprendre ce que ton utilisateur veut. T'es à l'écoute... ou pas, mais bon, de tes investisseurs, de tes équipes, de ceux qui sont sur le terrain. Donc, t'as quand même une grande oreille à un moment donné. Et là... tu l'as dit un petit peu toi-même, un des sujets, c'est bon, ok, mais attends, mais qu'est-ce que je veux, moi ? Et tu passes d'un truc où tu es une grande oreille qui écoute, où là, tu dois te reconnecter à ce que tes tripes te disent et ce que toi, tu veux, indépendamment de ce que le client de Cedexis veut. Comment ça se passe, ce moment-là ? Je pense que c'est aussi pour ça que je suis reparti à l'école. Tu vois, c'est essayer de pousser ta zone d'inconfort. Rester assis 10-12 heures par jour en classe, c'est... extrêmement difficile pour moi. Donc je fais pas, avec un autre camarade de classe, on est les deux au bout d'une heure, on est debout au fond de la classe avec nos laptops à prendre des notes parce qu'on n'arrive pas à rester assis et on est tous les deux entrepreneurs et ça nous étonne pas. Donc je pousse ma zone d'inconfort. Vraiment. Toi, je suis pas hyper bon en finance. Faire de la compta à HEC, je pousse ma zone d'inconfort. Après, il y a des choses où tu trouves ça pas du tout logique par rapport à ta vraie vie, t'expliques. Et par exemple, dans le mode de management, il y a des choses que je pensais avoir inventées, parce que j'avais jamais lu ça nulle part, mais
la productivité, par exemple, des équipes européennes et asiatiques était aux alentours de 2,79 fois plus productif que les équipes américaines. Et pourquoi ? Parce qu'on avait mis en place des systèmes de body, des commissions communes. On avait essayé de travailler sur la synergie entre les équipes d'une façon assez jusqu'au boutiste, avec des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. Par exemple, les entretiens d'embauche, il y avait une grosse partie qui était des entretiens de groupe, avec des votes. Enfin, et comment tu fais ton onboarding. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir été le seul à l'inventer. Et à HEC, j'apprends qu'il y a alors j'ai encore oublié le nom, mais ça, ils vont m'en vouloir. Mais en 1930, il y avait quelqu'un qui avait déjà travaillé là-dessus, quoi. Et alors là, tu te dis, si j'avais été un peu plus sérieux à l'école et un peu moins au fond de la classe à côté du radiateur et que j'avais pu faire des études un peu supérieures, peut-être que j'aurais évité de perdre autant de temps à créer ces trucs-là et à essayer de plus les appliquer. Mais au final, je ne vais pas finir sur une chanson « Listen to your heart », mais écoute ta petite voix parce que c'est là-dessus que c'est ce qui fait ta différence. Merci. J'ai un sujet de fond, philosophique quasiment, que j'ai totalement confiance en toi, t'inquiète pas là-dessus. Non, mais alors c'est un sujet qui est extrêmement central, si ce n'est le sujet le plus central dans le milieu entrepreneurial. Moi, ça me questionne beaucoup et je vais profiter de la situation très particulière dans laquelle tu es pour voir qu'est-ce que toi t'en penses. Alors, je m'explique. Je vais citer Oussama Ammar, qui a plein de défauts mais aussi plein de qualités, notamment celle de bien synthétiser des pensées. Il a tendance à dire, je le paraphrase un peu, que quand tu es entrepreneur, au tout début, ou à un moment donné, tu vas avoir un chemin où à gauche, ça va être monter un empire. C'est le chemin de Napoléon. Et à droite, c'est le chemin être heureux. Et que, en gros, avec son sens de la non-demi-mesure qui le caractérise, mais je trouve que c'est un bon créneau, ce que ça dit, c'est que si tu montes un empire, que tu montes quelque chose de monstrueux, et que donc, quelque part, tu te sacrifies un peu à l'édifice de l'empire façon Napoléon, tu vas peut-être réussir à faire quelque chose d'énorme, mais tu seras très probablement pas heureux, en tout cas pas autant, et tu vas sacrifier une grosse partie de ce que tu es là-dedans. Je cite beaucoup Napoléon, parce que dans sa biographie, par exemple, il dit qu'il a été heureux 9 jours dans sa vie. C'est drôle. Bon, ça, c'est Napoléon. Hein. Triste. Enfin, non, mais c'est drôle pour le côté jusqu'au boutiste de l'exercice. Et de l'autre côté, si tu fais quelque chose où tu t'écoutes beaucoup, tu es très au centre et où tu essayes de concilier plein de choses, la vie pro, la vie perso, le sens, etc., le présupposé un peu de ce modèle-là, c'est de dire... Tu pourras faire ça, tu pourras être heureux, au sens philosophique du terme, mais par contre, sois clair, tu feras pas d'aussi grandes choses que si tu étais du côté de l'Empire. Bon, c'est un critère comme un autre, mais moi, ce qui m'intéresse... Je vais pas me permettre de... Ah si, tu peux le faire voler en éclats. Non, mais je suis pas complètement d'accord. Et ma question, c'est ça. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut concilier à ce point les deux? Parce que tu nous disais que pendant tes 9 ans, tu as sprinté, marathonné, que tu dormais pas beaucoup, que c'était plus ou moins facile, ce qui est le témoignage d'à peu près tous les entrepreneurs qui ont construit des grands machins qu'on entend. Que l'entrepreneur ait le sens du sacrifice, définitivement. Vraiment. Et tu fais des sacrifices sur plein de choses. C'est pour ça que quand y a des jeunes qui viennent me voir et qui me disent « Voilà, Julien, je veux lancer une boîte, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Et avant qu'ils me parlent du projet, je leur dis 2 choses. Est-ce que ta femme, ton mari, ton concubin, ta concubine est d'accord, hein, donc, parce que sinon c'est le fameux phénomène des 3D, hein, dépression, divorce, dépôt de bilan, et on peut le prendre dans n'importe quel sens. Et le phénomène des 3D génère le phénomène des 5C. 5C, c'est con, mais c'est comme ça. Donc, du coup, et le deuxième point, c'est est-ce que tu as un coach ? On voit bien, 80% des boîtes qui sont successful ont un coach ou ont été coachés. Donc là-dessus, il n'y a plus de secret. Il y a tellement de moments où on se sent seul, où on ne sait juste pas, où on a besoin d'être challengé, où on a une vue de 80 degrés du problème et pas 360 degrés du problème. Donc du coup, ça c'est vraiment, vraiment crucial. Et puis après, on décline l'offre et l'intérêt marché, l'équipe et tout ce qui va bien. Donc ouais, il y a le sens du sacrifice. Après, il faut quand même arriver à se fixer des limites. Avec un associé qui était à 9 heures de décalage horaire, lui, sa journée, elle commençait à 18 heures pour moi. Et donc, c'est vrai que voilà, j'ai terminé entre minuit et 1 heure du matin facilement
je vais pas dire tous les jours, mais quasiment, samedi, dimanche compris. Et ma journée, elle commence à 8h du matin parce que tu as des petits déj avec des prospects et des clients. Donc ça faisait des très 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 longues journées. Mais le fait d'avoir le soutien de la famille fait que du coup, ce sacrifice-là, il n'est pas fait puisque ça se fait en adéquation avec l'équilibre. Après, quand je voyageais beaucoup, je faisais un sacrifice lié à mon sommeil, c'est-à-dire que je dors très 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 bien dans l'avion. Et sans voyager en business, je prenais un truc qui s'appelait Zolpidem, c'est pour ceux qui doivent beaucoup voyager. Un demi cacheton, c'était 3 heures de sommeil, un entier, c'était 6 heures. Et franchement, ça me permettait d'éviter tous les décalages horaires. Et même si ça faisait perdre un peu la mémoire, c'était le côté négatif. Et par contre, je me forçais à être là le week-end. Donc soit j'arrivais le samedi matin, soit je repartais le dimanche dans l'après-midi, mais au moins être là avec les enfants et ma femme le week-end, c'était vraiment vraiment important parce que quand tu regardes le taux de divorce chez les entrepreneurs, alors je ne sais plus sur quelle fake news j'ai lu ça, mais c'était 70%, à Paris c'est 66%, en moyenne c'est 50%, le taux de... l'espérance de vie baisse de 20% quand tu es entrepreneur. Je ne sais pas dans quelle fake news encore j'ai lu ça, mais ça ne m'étonne pas. Même si c'est du fake news, ça ne m'étonne pas parce que c'est tellement intense que... Donc le sens du sacrifice, oui. Après, le bonheur... D'où philosophique, hein, ouais. Ouais, mais qu'est-ce que le bonheur ? Moi, le bonheur, c'est aussi d'avoir... pu créer quelque chose de zéro, reconnu sur le marché, d'avoir créé une entreprise qui permet de payer 75 membres de l'équipe, tous plus exceptionnels les uns que les autres, qui du coup peuvent payer leur loyer, peuvent payer l'école des enfants, et ça c'est un vrai bonheur. Tu vois, par exemple, quand tu dois licencier, c'était une torture, et j'ai dû licencier, ça fait partie de la vie, mais c'est un constat d'échec, j'ai trouvé ça très très dur. Comment tu vis quand tu as un décès dans l'équipe ? C'est hyper violent. T'es pas préparé à ça. Voilà, j'ai un qui est parti d'un cancer. Et c'était comment tu prépares les équipes, comment tu le vis toi. Tu crées pas une boîte pour ça. Quand on a un qui, par exemple, on parlait au début de notre premier développeur qui était à 2 heures de route de Chiang Mai en Thaïlande, quand le type bosse tellement qu'il commence à perdre la vue, tu te dis j'ai pas créé une boîte pour que le mec il devienne aveugle, c'est pas possible. Et donc du coup, tu dis j'adore ce que tu fais, t'es super, mais faut que je t'oblige à lever le pied. Ouais. Je t'oblige à lever le pied et pour le remplacer, et il a gardé ses actions, mais j'ai dû le remplacer par 6 personnes. Alors, est-ce que le chef d'entreprise enfoiré, il va dire je m'en fous qu'il devienne aveugle et faut qu'il bosse ? Eh ben non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie de l'entreprise. Tu fais pas ça dans ta famille, tu le fais pas vis-à-vis. Et donc le soutien que tu as dans les moments de crise, tu l'as aussi de par tes équipes. Et ça, c'est un vrai bonheur. Le fait de les voir arriver heureux et motivés et en train de danser et des fois de complètement péter les plombs parce qu'il y a trop de pression, il y a trop de boulot et puis du coup tu dis allez on lâche prise et puis on va dans un bar boire un truc ou même des moments où je me souviendrai par exemple, on se retrouve en Corée, l'avion a du retard. On arrive, moi je veux pas trop dormir dans les hôtels, j'aime bien dormir chez l'habitant, donc on était là dans ce cas-là dans un Airbnb, mais tu arrives à Séoul, et donc là tu as le taxi qui t'arrête devant une tour, et c'est la tour numéro, je crois que c'était une tour numéro 23, sauf qu'il fait nuit, tu vois pas le numéro de la tour parce que c'est des gros numéros écrits dessus. Finalement, tu la trouves, tout est écrit en coréen, tu parles pas coréen, tu lis pas le coréen, t'as pas d'accès à Internet parce que t'es en Corée et que t'as pas ce qu'il faut. Donc tu dis mais putain, pourquoi est-ce que je m'emmerde et que je vais pas prendre un taxi qui me dépose dans un hôtel et puis tout est frais. Et sur le moment, t'es vraiment en train de te faire t'es vraiment en galère et tu te crées cette propre galère. Alors après tu te fais le tour de la tour parce que l'entrée est fermée, tu trouves une porte, une fenêtre qui est entrouverte, du coup tu te faxes à travers la fenêtre, tu sais l'étage, tu sais le numéro, tu tapes à la porte, tu vois que la personne qui est censée te loger était en train de dormir et puis elle t'ouvre la porte un peu la tête dans le cul et puis elle te monte ta chambre et puis et tu vas te coucher. Et dans ces moments-là, tu dis qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'en veux à me pourrir la soirée en disant non, je suis trop con, j'aurais pas dû faire ça comme ça, etc. Ou est-ce que tu te dis je suis en train de me créer des futurs souvenirs ?
Et à chaque fois que j'étais dans un plan galère, je me dis, ou même avec l'équipe, non mais vous inquiétez pas, on est en train de se créer des futurs souvenirs. Et du coup, ça tourne d'une façon assez humoristique à un moment compliqué, parce que quand là je te traduis une histoire parmi tant d'autres, hein. J'en avais une à Amsterdam où on avait loué, on était assez nombreux, on avait loué une maison complète partagée, et puis on arrive et puis le truc est occupé, la réservation n'était pas faite. Et quand tu es à l'IBC et que c'est absolument impossible de trouver un logement, par moyen on s'est retrouvé à 5-6 dans la même chambre. Voilà, et tu te crées des souvenirs, et en fait maintenant on se marre, et c'est devenu une espèce de philosophie de la culture d'entreprise. Voilà, tu galères, tu te crées des souvenirs. Je te propose une reformulation de ce que tu as dit là de mon oreille, et on va pas voir si c'est ça ou pas, mais ça fait avancer en tout cas la question philosophique du départ. J'ai vraiment le sentiment déjà d'une part que tu peux tout dur et compliqué soit l'aventure de la boîte, que tu peux la voir comme une aventure et donc qui crée des souvenirs et la vivre avec ton équipe, et pas te dire que tu es le capitaine et que tu dois fermer les portes de la cabine du capitaine, et qu'au contraire, il faut voir ça comme une manière de voir des choses avec une autre famille. En tout cas, c'est de ce que tu as dit. Et ce que je vois aussi, qui est très intéressant dans la manière de le formuler, c'est de dire, oui, la question de sacrifice, c'est même pas un sujet. Tu vas sacrifier des trucs, et le corollaire de ça qui te permet de garder un petit peu les pieds sur terre, c'est d'être très très au clair sur où s'arrête ce sacrifice et où est-ce que tu mets la barrière. Quand tu disais que toi, tu touchais pas à des bouts de ton week-end parce que tu veux passer du temps avec ta famille, c'est à ça que ça ressemble. Quand tu dis que tu refuses que ton associé perde la vue, même si ça veut dire que tu vas devoir faire x6 en charge salariale, c'est aussi une autre barrière que tu te mets, de dire là on déconne pas. C'est tes valeurs en fait. Ouais, quelles sont tes propres valeurs, et donc bien sûr tu as du sacrifice, mais celui qui est en quête du bonheur absolu et qui va aller sur une plage ou dans le Larzac élever des moutons, il a aussi des contraintes. Donc après voilà, j'ai choisi cette piste, cette voie-là. C'est vrai qu'il y a des moments où quand j'ai dû vider les livrets A de mes enfants parce qu'on n'avait plus une thune, et qu'il fallait pas forcément le montrer au business angel à ce moment-là, parce que sinon ils peuvent potentiellement en profiter et t'exploser sur la valo. Ok, ça fait partie des sacrifices. Puis après, tu te refais. Mais le plus gros bonheur que j'ai eu, c'est vraiment l'équipe. Enfin, tu vois, quand je dis je les aime avec un grand A, c'est vraiment ça. Mais qu'on soit 2 ou 75, alors c'est sûr, tu les connais pas tous aussi bien, mais c'est là où, en tout cas, moi, je trouvais mon épanouissement et mon bonheur. Donc, après, tu vois, t'es sur ta route, c'est comme si tu choisis, est-ce que je fais une levée de fonds, je fais pas une levée de fonds. Ok, c'est un choix. Et si tu prends la décision de ne pas faire de levée de fonds, tu vas faire une croissance qui va être moins importante. Tu vas sans doute être plus intelligent parce que tu vas compter tes sous beaucoup plus que quand tu as levé de l'argent. On est quand même un peu plus con quand on lève des sous. Hein. On fait quand même pas mal de gaspillage. Et tu parles à un Hollandais d'origine, donc un sou est un sou. Et donc, c'est un choix. Et il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste, après, il faut trace la route. Et connais tes valeurs pour voir ce que t'en fais. Connais tes valeurs, et tu sais quel est l'objectif que tu t'es fixé. Donc l'objectif, tu dois le fixer. Après, comme je disais tout à l'heure, si tu prends la piste, la nationale ou la départementale, tu verras en cours de route, mais respecte tes valeurs. Et c'est quand il y a eu les attentats du Bataclan, mais nous, on était effondrés. Mais pendant une semaine, on ne pouvait plus rien faire. On a fait 4 fois une minute de silence. On a perdu personne. C'était pas loin, mais c'était hyper violent. Et là, l'équipe, elle est resserrée, elle est ensemble. On était tous manifestés. Enfin, c'était des moments où, ok, la boîte, là, elle est de côté parce que on est attaqué dans notre chair, et il faut montrer la force et l'union de tout le monde. Et on y est allé. Voilà, ça fait partie de ces moments de vie. Comme tu as des moments de vie avec ta famille. Bon, merci Julien, on va arriver bientôt à la fin de l'interview. Moi, j'ai une dernière question qui en général fait bugger tout le monde, mais je continue à la poser, c'est mon petit côté sournois. C'est quoi, en plus toi, tu réponds à beaucoup d'interviews et puis tu donnes des cours, enfin t'es personnalité publique entre guillemets. En tout cas, voilà, j'ai pu trouver pas mal d'interviews. Quelle est la question qu'on te pose jamais ou que tu aimerais bien qu'on te pose, ou au moins un sujet sur lequel on vient jamais te chercher et où tu te dis ah non mais j'aimerais bien en parler en fait. Je suis très transparent et pas que tu caches, mais juste non, je cache
Ça, c'est une belle colle. Alors, la question qu'on me pose jamais, en fait, c'est plutôt, comme on arrive à la fin de l'interview, c'est plutôt les entrepreneurs parlent aux entrepreneurs. Et je trouve un peu, c'est délicat, je trouve un peu hypocrite certains fonds qui se disent toujours alignés avec l'objectif de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il représente sa société, il la vit, il l'incarne, et le côté vendu par les fonds, et il y a beaucoup d'argent aujourd'hui sur le marché, donc beaucoup de fonds qui essayent qui tirent un peu trop sur la corde de on va vous accompagner, l'agenda n'est pas le même et l'objectif final n'est pas le même. Donc un point que j'aurais peut-être, où je dirais quelques vigilances, c'est comment est-ce qu'on doit gérer son fonds et son partenaire qui est à son board. En fait, c'est plutôt, je repose la question aux autres, c'est je ne sais toujours pas si je dois le considérer comme mon banquier, comme mon pote, comme mon partenaire, comme mon ennemi. Et ça, je pense que ça va dépendre de la personne, ça va dépendre du fonds, mais c'est un point sur lequel j'invite vraiment les entrepreneurs à être très 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 vigilants, parce que la belle aventure peut se terminer ou se retourner ou se transformer en cauchemar si on n'est pas vigilant là-dessus. Alors que je discutais là il n'y a pas très longtemps avec une ancienne VC qui était devenue entrepreneuse, et elle m'a dit mais si j'avais su que c'était si difficile, jamais j'aurais fait chier mes participations comme je les ai fait chier. Et dans les fonds d'investissement, ils se disent tous entrepreneurs. Il y en a qui le sont vraiment, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas du tout et qui n'ont absolument aucune conscience de la difficulté, et du bonheur aussi, mais de la difficulté que c'est de créer une boîte de zéro et de créer l'équipe et de la faire croître. Donc c'est un sujet qui est délicat, parce que quand tu lèves de l'argent, quand tu vends, tu as des clauses qui disent que tu n'as pas le droit de critiquer tes investisseurs. Donc voilà, faut les respecter, ça fait partie du deal. En tant qu'entrepreneur, quand tu as vendu, tu n'as pas très envie de critiquer les fonds de trop, parce que tu vas peut-être avoir besoin de plus tard. Donc du coup, tu es un peu vigilant. Et donc c'est pour ça que je dis, je passe le message d'être, au moment où vous levez des fonds, de bien faire votre due diligence auprès des participations dans lesquelles ils se sont plantés. C'est tellement, tellement important que ça mérite beaucoup plus d'attention que ce que je vois aujourd'hui, que l'effort fait aujourd'hui par les entrepreneurs qui sont en train de lever de l'argent. Et tous ceux qui se gaussent d'avoir levé beaucoup d'argent, il n'y a aucune raison d'être en train de crier victoire parce qu'on a levé beaucoup d'argent. C'est cool, quoi. Quand tu prends 1 million auprès d'un fonds, tu as 1 tonne de pression. Quand tu prends 5 millions, tu as 5 tonnes de pression sur la gueule. Quand tu prends 33 millions, tu as 33 tonnes de pression sur la gueule. Et c'est ça qu'il va falloir absolument arriver à absorber. Merci beaucoup, Julien. C'est pas très positif comme fin, mais... c'est pas très grave, parce que c'est aussi un sujet de fond. Nos blagues, mais quand même. Et c'est une très belle chose que tu puisses en parler, avec aussi l'humilité de dire que tu n'as pas la réponse. Il y a quelque chose à regarder là-dedans, peut-être à faire dans l'écosystème. Je voudrais pas que ça refroidisse des entrepreneurs à se lancer. Il faut être vigilant, parce que c'est la plus belle chose que j'ai pu créer avec ma famille. Vous avez compris que ma famille était importante, mais c'est la plus belle chose que j'ai pu créer depuis que je suis né. Et avoir la chance de pouvoir créer cette espèce de seconde famille et de créer une boîte, d'avoir les premiers clients, de voir la satisfaction des clients, le soutien des clients en période de crise, et puis après l'exit, même si franchement je l'aurais bien emmené beaucoup plus loin la boîte, mais c'est comme ça, c'est un vrai bonheur, et ça mérite d'être partagé, et puis c'est nécessaire pour notre pays.
On est maintenant une startup nation, il faut qu'on soit une scale-up nation. On a tout pour, on a des super étudiants. Le fait d'être prof, je le vois encore mieux. Je les trouve beaucoup plus matures que ce que moi j'étais quand j'étais gamin. Et on a tout pour. Il faut juste qu'on arrive à rassembler un peu plus l'Europe, mais on a tout pour être hyper successful et arrêter de se retrouver dans la côté américaine avec l'hyper-croissance, la croissance, et puis un truc assez inhumain, États-Unis, ou un truc plutôt asiatique où on va observer, on va espionner tout le monde et chacun. Et on a la chance d'être sur la partie européenne. Je ne parle pas de l'Afrique qui a aussi un super business à faire, il y a plein de choses à faire là-bas, mais sur la partie européenne, on a la chance d'avoir ces valeurs. Et donner du sens et avoir ces valeurs, c'est ce qui va sauver nos démocraties, c'est ce qui fait ce qu'on est, et c'est ce qui fait qu'on a un bonheur infini à vivre dans ce pays. Et donc, créons des sociétés, soyons vigilants. C'est pas l'école des fans, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais ça vaut le coup et c'est très épanouissant. Bon, là, la conclusion hyper positive avec la Marseillaise en fond. Merci beaucoup, Julien, pour tout ça. Et puis, on aura un grand plaisir aussi à voir, à découvrir ce que tu feras après, sans te mettre aucune pression, pour de vrai. Où est-ce qu'on envoie quelqu'un qui aurait envie d'en savoir plus sur toi, ou bien d'ouvrir la discussion avec toi? Avec plaisir toujours de partager. Le plus simple, c'est LinkedIn, hein, Julien Coulon, LinkedIn, ça marche très bien. Et puis, je me ferai... ou via ton site. Ouais. Et puis on aura le plaisir de continuer la discussion ou d'approfondir en s'appuyant sur le fil de la vie de cette start-up qui est née dans un sous-sol et qui a été vendue à des grands Américains et qui est passée par future potentielle licorne française 3 années de suite. Y a plein d'étapes. Comment lever des fonds, comment partir à l'international, comment choisir les pays, comment gérer les jeunes dans les boîtes en hypercroissance, comment négocier une vente. Il y a plein de sujets passionnants. Et après, en fonction des problématiques de chacun, on peut plonger. Et puis après, ça sera juste mon humble expérience que je partage. Après, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Merci à toi et puis à une prochaine fois du coup. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Merci beaucoup et à dans 2 semaines, lundi, pour le prochain épisode.